Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Terre d'asphalte. Aujourd'hui nous essaierons le Citroën C4 Picasso, la Kia Procide, le Volkswagen Amarok, la Nissan Leaf et la Cadillac SRX. Sur deux roues nous testerons la Honda CB500X et la Yamaha XTZ 1200 Super Ténéré. Nous en saurons également plus sur le Renault Kangoo, l'Abarth 595 Competizione et sur le design chez Citroën. Le Technospace est le nouveau monospace C4 Picasso que nous essayons immédiatement. Après 2 générations, le Picasso revient dans une version en rupture avec les modèles précédents. Fini l'œuf sur roue qui a affolé la concurrence. En période de délicatesse économique et où le classicisme semble remporter quelques suffrages, ce Picasso dénote. Le C4 Picasso dans sa version 5 places devient moins rondouillard et plus court de 4 cm que par le passé. Ce que l'on remarque en premier, ce sont ses optiques avant. Les feux diurnes et clignotants prennent place dans un fin bandeau situé dans la continuité du logo Citroën. Les feux de route trouvent leur place juste en dessous. On perd ici des dizaines d'années de design anthropomorphique, ce qui demande un temps d'adaptation. Cela ne semble pas vraiment choquer les passants qui croisent le regard effilé de l'auto. Mais en tant que propriétaire, il faut bien 48 heures pour s'habituer. Nous avons opté pour un modèle THP 155 en finition exclusive lors de cet essai, soit le moteur le plus puissant, disponible dès 26 100 €. Esthétiquement, nous avons donc droit au chrome, aux feux arrière à effet 3D, à des jantes de 17 pouces et à l'incontournable cuir. Côté équipement, Citroën mérite enfin sa signature de Creative Technology en faisant son retard sur les concurrents. On trouve un régulateur de vitesse adaptatif, l'aide au stationnement main libre, une caméra de recul et tout prochainement une vision vue du ciel. Il ne manque que l'option pilotage automatique pour corriger la trajectoire en cas d'endormissement. À la place, une alerte de franchissement de ligne fera vibrer la ceinture de sécurité. Notons que le régulateur de vitesse se veut moins intrusif que sur certains modèles allemands, les freins n'étant pas couplés en cas de ralentissement. Alors sous notre capot, un moteur essence, le THP de 155 chevaux. Alors il est très agréable à la conduite puisqu'il allie non seulement une certaine souplesse, mais aussi une grande élasticité. La position de conduite s'éloigne encore un peu plus de celle d'une camionnette. Le levier de vitesse retrouve sa place et n'est plus suspendu à la console centrale. Le siège bénéficie de nombreux réglages, on préfère cependant un peu l'assise du 5008. Les petites gênes se font oublier sur route et reviennent en conduite en ville quand pieds et mains s'activent dans la circulation. On attend avec impatience l'arrivée d'une boîte automatique. La grande nouveauté, c'est la plateforme EMP2 qui fait ici ses grands débuts. Elle est pour PSA l'équivalent de la MQB chez Volkswagen. Autant dire qu'elle porte beaucoup d'espoir en elle. Les porte-à-faux des Françaises sont souvent critiqués, mais ici, les roues sont bien aux 4 coins. Le THP 155 offre une grande souplesse et une belle linéarité. Il accélère tranquillement et constamment. On ne sent pas de vide ou de défaut particulier dans l'étagement de la boîte, douce à utiliser. La réponse de la pédale d'accélérateur reste dans cet esprit zen. Il y a réaction sans que cela soit franc. On aimerait un programme sport pour pouvoir brutaliser un rien ce Picasso quand le conducteur est seul dans l'auto et que les lacets nous appellent. La direction est un peu souple et gomme bien les aspérités de la route. Le roulis reste très limité sans que sa maîtrise soit la meilleure de la catégorie. On note la discrétion des motorisations et l'absence de bruits aérodynamiques. L'insonorisation est donc de haut niveau.
Alors dans sa version exclusive, on dispose de tout un arsenal de technologies et notamment 2 grands écrans. Tout est tactile, hein. Il n'y a plus véritablement de boutons physiques dédiés. Ici, toutes les fonctions d'aide à la conduite. Là, tout ce qui concerne les médias, la musique. Et on peut retrouver aussi sur l'écran principal au-dessus, alors justement différentes fonctions, puisqu'avec un bouton qu'on manipule sur le volant, alors on peut choisir si on veut des informations concernant justement les médias, donc le lecteur MP3, etc. ou des informations concernant la conduite. Et puis enfin, alors ça c'est quelque chose de très spécial puisqu'on peut mettre un fond d'écran, alors une photo de la famille ou d'un beau paysage, eh bien, pour avoir une conduite, disons, la plus saine possible. En empruntant une route plus adaptée au SUV, nous avons constaté que ce Picasso met en confiance et sait garder un bon confort au vu des nids de poules présents. Chic, à la limite de côtoyer la gamme DS, le Picasso affiche un tarif d'entrée à 18 350 € en essence avec le VTI 95 et 23 350 € en diesel avec le HDI 90 en finition attraction. Pour ce tarif, on dispose entre autres de la climatisation, d'airbags frontaux, latéraux et rideaux, d'un ordinateur de bord mais sans écran 12 pouces ou du régulateur de vitesse. Le C4 Picasso a tout pour plaire. Les concurrentes qui regardaient ce nouveau Picasso de travers ont désormais du souci à se faire. Restez avec nous, car dans quelques minutes, nous vous ferons découvrir les secrets du design du Picasso. Premier essai 2 roues de ce numéro avec la Honda CB500X. La CB500X complète la trilogie des CB500 initiée par le constructeur japonais. Comme le veut la méthode industrielle, un même cadre et un même moteur sont utilisés pour 3 machines à vocation différente. La CB500X joue la carte d'un modèle valorisant avec une cylindrée et un tarif raisonnable. Pour cela, Honda a repris à la Cross Tourer, le gros trail de la marque, de nombreuses idées pour le dessin de cette CB500 haute sur pattes. La CB500X s'offre un avant largement inspiré de la Cross Tourer 1200. On retrouve le bec en plastique noir et le contour du phare de la même couleur. L'optique plongeante prend une forme en V aux extrémités supérieures bleutées. Chaque tableau de bord de CB500 a une couleur spécifique. Pour la X, c'est ambre. Trail oblige, le réservoir de la X est de 17,3 litres, soit presque 2 de plus que sur la F. Sa largeur protège bien les genoux et son volume assure une autonomie importante. Moins statutaire que la Cross Tourer, sa décoration est plus punchy avec un gros X pixelisé façon 8 bits sur le réservoir. La selle est en une seule partie contrairement au F et R, avec un passager un peu surélevé qui peut se tenir à 2 poignées, ni trop basse ni trop en arrière. La position du pilote et du passager est assez droite. Le feu, le silencieux avec son embout noir, les repose-pieds et les commandes sont identiques à toutes les CB500. Le moteur avec ses 2 yeux chromés en rappel aux anciennes CB est bien visible comme sur la F. Le sabot de protection des collecteurs monte plus haut sur cette machine considérée comme un trail, même si le tout-chemin n'est pas sa réelle vocation. La CB500 partage le même tableau de bord que ses sœurs. Lisible et clair, il affiche l'heure, la jauge de carburant et les consommations. Un petit pare-brise protège un peu des éléments. Il se règle sur 2 hauteurs avec un écart de 4 cm entre chaque position. Mais il nécessite malheureusement un outil pour le manipuler. Il réduit les turbulences à haute vitesse sans protéger intégralement. Au guidon, la CB500X paraît plus imposante que ses 2 sœurs. Le réservoir et la tête de fourche donnent incontestablement du volume à la machine. On se sent aux commandes d'une plus grosse cylindrée.
La CB500X est aussi un peu plus haute avec des suspensions et des battements plus importants. La garde au sol gagne 15 mm par rapport à la F et l'empattement est allongé de 10 mm. Ces dimensions rendent la machine plus accueillante pour les grands gabarits, mais vous serez à l'aise quelle que soit votre taille, contrairement à la plupart des autres trails. Les jantes de 17 pouces accueillent des pneus Scorpion Trail en 120 à l'avant et 160 à l'arrière pour offrir une belle maniabilité. Guidon, selle et repose-pied assurent une assise très naturelle qui ne réclame aucun effort au fil des kilomètres, tout en offrant une parfaite maîtrise de la machine à faible allure. Lorsque le rythme augmente, la CB500X est toujours vive, stable et sécurisante à la fois. Elle sait mettre en confiance. Le freinage ABS se montre efficace, peu intrusif et parfaitement dosable, même si l'attaque aurait sans doute mérité un peu plus de mordant. Deux bémols sont à relever. La suspension arrière n'aime pas tellement les compressions et les enchaînements de virages. Elle semble en effet trop souple et fait un petit mouvement oscillatoire dans ces conditions. Le second point est la garde au sol trop réduite dans cette catégorie de moto. Les repose-pieds touchent facilement. Certainement qu'un autre réglage de suspension pourrait remédier à ceci. Côté moteur et boîte, c'est la même chose que sur les deux autres CB500. Très linéaire, le nouveau moteur répond à la lettre aux spécificités du nouveau permis A2. Il ne surprend jamais son pilote et est d'une prise en main remarquable. Du coup, il faut obligatoirement garder un régime moteur élevé de 7500 tours ou plus dans le relief, en changeant souvent de rapport. La CB500X se démarque par son agilité et sa facilité de pilotage. Ce sont sur ces points qu'on trouvera le plus de plaisir au guidon. Dans ces conditions, la recette donne satisfaction rapidement. À 5 990 €, la CB500X est au même tarif que la version sportive R et 400 € au-dessus du roadster F. A ce prix, on a un trail à tout faire sans se ruiner et surtout sans réelle concurrence depuis que la KLE 500 n'est plus proposée. La CB500X est un trail routier avant tout, polyvalent et accessible. La Kia Ceed passe au coupé et devient la Kia Proceed. En devient-elle plus sportive? La réponse immédiatement. Le style initié par Peter Schreier n'en finit pas de réussir à Kia. Après la Ceed 5 portes et le break, la compacte de la marque se décline de nouveau. La Proceed ne se contente pas d'être une version 3 portes, c'est l'ensemble de la voiture qui est ici revisité. Les changements sont discrets à l'avant. On remarque tout de même le jonc chromé qui relie la calandre au phare, absent de la version 5 portes. L'intégration des antibrouillards est également revue pour donner une image plus sportive. Sur le reste, les évolutions sont bien plus nettes. Non contente de perdre 2 portes, cette Proceed se donne du caractère en abaissant sa hauteur de toit de 4 cm. Le flanc des portes se trouve marqué d'une vague au dessin prononcé. Les passages de roue arrière prennent du volume et offrent un aspect gonflé tout en muscles. Associé à la ligne de toit fuyante, cela confère au modèle un dynamisme agréable à regarder. Le dessin des vitres latérales est fluide, mais laisse deviner une vision de 3/4 arrière limitée et des passagers manquant de vue sur le monde les entourant. Ils ne manqueront cependant pas de place et la banquette reste logeable. Malgré les changements, on voyage toujours confortablement. Pour sa part, le conducteur retrouve une planche de bord facile à prendre en main. Le design est dans l'air du temps sans excès de modernisme. La Ceed ne dispose pas des meilleurs matériaux de la catégorie, mais on sent le sérieux de la fabrication. Tout met en confiance, même le coffre de 380 litres semble indiquer que ce coupé est prêt à servir au quotidien. Alors, en route! Qui dit coupé ne dit pas forcément sportive. La Proceed propose ainsi un moteur 1,5 litre essence de 135 chevaux et un 1,6 litre diesel de 128 chevaux. Et ceux-ci ne sont pas des foudres de guerre. Il faut ainsi compter quelques 10 secondes pour réaliser un 0 à 100 sans grand panache. Dans ce cas, le diesel s'avère une offre économe et rationnelle, bénéficiant d'un couple de 250 Nm de 1900 à 2700 tours par minute.
tant pis pour la performance, et cela va bien avec le châssis. Sans être le plus rigoureux de la catégorie, faire de longs trajets ne sera jamais un problème. La Procid apprécie moins que certaines de ses concurrentes d'être brusquée, et peut le faire savoir avec quelques réactions un peu vives de son train arrière. Mais en utilisation normale, elle s'avère une bonne partenaire pour tracer la route et gommer les défauts de celle-ci. La Procid est donc avant tout une compacte qui sait séduire par son dessin sportif et ses dessous plus grand public. Mais Kia n'oublie pas ses clients désirant plus de sensations. Ainsi, la Procid GT complète la gamme. L'allure évolue de nouveau avec un bouclier redessiné intégrant un bloc de LED, certes peu discret mais distinctif. Comme sur toute sportive, la couleur rouge s'invite avec un trait sur le pare-choc et des étriers de frein laissant deviner sa vocation plus endiablée. L'arrière est également revu avec entre autres une double sortie d'échappement. L'intérieur bénéficie de touches de sportivité. Siège plus enveloppant, présence de surpiqûres rouges et un bouton pour changer le mode d'affichage des compteurs. Cette version de la CID affiche désormais 204 chevaux sous le capot et effectue le 0 à 100 en 7,7 secondes. Disons-le, et Kia ne s'en cache pas, ce modèle n'a pas pour vocation d'en découdre sur piste avec les Mégane RS ou Golf GTI. Si le châssis subit quelques modifications, il n'est pas à la hauteur de ses concurrentes, bien plus expérimentées. On évitera ainsi d'attaquer trop fort en virage. Mais avec une offre voulue plus abordable, Kia souhaite proposer une auto au style différent et avec un bon agrément de conduite pour une cible composée de conducteurs et non de pilotes. Mais à la vitesse de progression de Kia, on se dit déjà que la génération suivante pourra amener son lot de bonnes surprises. La gamme CID est désormais plus complète que jamais. La Procid débute au tarif de 21 440 € en essence et 23 640 € en diesel. La Procid GT demandera pour sa part 28 990 €. Le Kangoo évolue, l'occasion de revenir sur ce véhicule aux multifacettes made in Maubeuge. La saga Kangoo en fait a démarré en 97 avec en 97 la sortie de quelque chose d'assez extraordinaire, c'était la création du segment des ludospaces. Ce véhicule complet, il avait été pensé pour l'utilitaire au départ, puis très vite on s'est aperçu dans le cours du développement du produit que ça pouvait faire une vraie voiture extrêmement pratique, le ludospace. Le nouveau Kangoo, et Kangoo depuis 2008, est produit entièrement à l'usine de Maubeuge. En fait, on a d'autres sites de fabrication, un site au Maroc, un site en Amérique du Sud, en Argentine, mais qui produisent l'ancienne génération de Kangoo. Pour l'Europe, et donc pour la France, c'est l'usine de Maubeuge qui assure 100% de la production. Si on cumule le VP et le VU, c'est 3 millions de voitures en fait. Là maintenant, nous arrivons en 2013 avec la nouvelle phase sur ce Kangoo. Alors la gamme de Kangoo en fait est assez classique. On a 3 niveaux d'équipement, un niveau Life, un niveau Zen, un niveau Intense, donc sur lequel on opère une montée en enrichissement du véhicule au fur et à mesure, donc climatisation ou d'autres équipements. Et puis associé à ce niveau Life Zen Intense, on a créé une nouvelle version qui s'appelle Extreme, qui est une version un peu plus baroudeuse, un bouclier plus solide, et puis un intérieur très ouvert sur l'extérieur avec un toit panoramique vitré, des fonctions comme l'extended grip en option qui permettent d'avoir vraiment l'accès sur des chemins de terre et puis de se balader. Donc cette version baroudeuse, ça c'est une nouveauté de notre gamme 2013. Alors nous avons 3 moteurs nouveaux, un 75 chevaux, un 90 chevaux, un 110 chevaux en stop and start. Le gros avantage pour les stop and start, c'est la consommation, c'est les émissions de CO2, donc moins de taxes pour les entreprises et puis le plaisir pour les clients de consommer moins et d'émettre moins de gaz à effet de serre. La Maroc nous ouvre les portes des sentiers escarpés, tout de suite dans terre d'asphalte. Pour certains d'entre nous, un pick-up dans la campagne ne va pas sans la présence d'une Daisy Duke ou de Jody prenant le soleil sur la plateforme arrière.
Halte là! Loin des images de bonnes vieilles séries américaines, un pick-up est avant tout un outil de travail pour bien des professionnels. Si on en croise peu sur nos routes et que le Toyota Hilux ou le Nissan Navara sont bien plus présents, Volkswagen compte bien rappeler que son Amarok existe et qu'il ne manque pas d'arguments. Dans ce segment où la fonction prime sur la forme, les designers ne se laissent pas aller à des folies. Un assemblage de cubes à peine façonnés, un logo sur la calandre, et cela suffit généralement à satisfaire le client. Sur ce point, Volkswagen ne fait pas exception avec un avant droit et robuste, en imprimant toutefois la patte maison avec une calandre rectangulaire à lamelles et des doubles optiques. On retrouve des traits communs avec le reste de la gamme. Le profil se révèle brut avec des passages de roues marqués. La benne se révèle particulièrement logeable au regard de ses dimensions et de sa capacité. Comptez environ 2,50 m² dans lesquels on peut disposer par exemple une palette de bois standard. On peut y charger jusqu'à 1,160 kg environ, ce qui ne devrait pas déplaire à de nombreux artisans. En outre, le rabat en position ouverte peut servir de bande à poing pour peu que les convives assis dessus ne pèsent pas plus de 150 kg au total. Classique dans ses formes, mais toujours présent pour rendre service, tel est l'Amarok. Ce pick-up n'oublie pas de se mettre à la page niveau technologie. Ainsi, il dispose désormais d'un puissant bi-TDI de 180 chevaux au couple maximum de 420 Nm. Ainsi armé et malgré ses 2 tonnes, l'auto ne peine pas à se mouvoir. Évidemment, on ne concurrencera pas sur la route les Audi Q7 ou Mercedes GL, mais le moteur assure un compromis agrément-prestation-consommation fort acceptable. Sur les longs rubans d'asphalte du Maroc, l'engin n'affiche pas un comportement mou comme certains franchisseurs ou autres SUV. La voiture semble même un rien dur dans ses mouvements transversaux. En tout chemin, l'Amarok se débrouille plutôt bien et encaisse les aspérités du terrain sans sourciller. Sur terrain meuble, on peut s'amuser sans se faire peur en grimpant même de petits massifs rocheux. Monter des marches, passer des ornières, là aussi, l'Amarok n'a rien à envier à personne. Il s'en sort assez facilement sans même aucune aide électronique. La boîte automatique, à 8 rapports qui sait se faire oublier sur la route, empêche en revanche l'adaptation d'un système de rapport court, ce qui s'avère problématique dans certaines situations critiques. L'Amarok s'adresse donc à des professionnels ou à tous ceux qui ont besoin d'une benne assez régulièrement. Pour cette mission, il offre des prestations dans la bonne moyenne de son marché. Choisir la transmission automatique limite son usage dans certaines situations extrêmes. Toutefois, elle offre plus de polyvalence et de confort d'utilisation. Volkswagen laisse le choix pour contenter tout le monde. Si la gamme démarre à 27 000 €, notre version bi-TDI 180 chevaux d'essai coûte environ 40 000 €. Reste que la réputation d'un pick-up se construit sur la durée. Du haut de ses 5 ans, l'Amarok trace ainsi lentement mais sûrement sa route. Terre d'asphalte revient dans un instant avec l'essai de la Nissan Leaf, de la Cadillac SRX, de la Yamaha XTZ 1200, une présentation de la Bart 595 Competition et une rencontre avec le designer Frédéric Soubirous. A tout de suite. Upgrade en cours pour la Leaf avec la version 2.0 de l'auto électrique de Nissan. Depuis son lancement il y a 2 ans, la Nissan Leaf se targue d'avoir révolutionné le monde de l'automobile électrique. Après plus de 58 000 unités écoulées, Nissan revoit sa copie en prenant en compte les retours des clients et présente la Leaf 2.0. Ce nouvel opus est-il vraiment mieux que le précédent ?
on a fait plus de 100 modifications sur le véhicule, en fait tout simplement en écoutant les clients, en écoutant les conducteurs de Leaf et en répondant à leurs besoins en faisant toutes ces modifications. Une des premières modifications principales, c'est la disponibilité de 3 niveaux de finition, Visia, Ascenta, Tecna. Les grandes modifications ont été faites sur le groupe motopropulseur, puisque le chargeur se situait sur la version précédente à l'arrière dans le coffre et donc prenait une place assez importante dans le coffre. Aujourd'hui, ce chargeur a été passé à l'avant sur le dessus du groupe motopropulseur, ce qui nous a permis entre autres de gagner 40 litres dans le coffre, mais également d'optimiser l'espace pris par le moteur et de gagner également en poids sur le véhicule. La première version de la Leaf a servi de laboratoire roulant pour Nissan, qui a pu engranger un énorme retour d'expérience de ses premiers clients. Extérieurement, il faut jouer au jeu des 7 erreurs pour voir les changements. On notera tout de même un logo avant légèrement changé, puisque celui-ci intègre désormais une caméra très utile pendant les manœuvres. 2 autres caméras dissimulées dans les rétroviseurs permettent une vue du dessus dite Hawk Eye, bien pratique pour se garer près du trottoir ou se sortir d'une place un peu serrée. La calandre est elle aussi légèrement retravaillée pour être plus aérodynamique, ce qui est un cheval de bataille de cette Leaf 2.0. Elle conserve ainsi son physique très spécifique. L'intérieur évolue peu et on retrouve son dessin relativement simple avec sa console centrale remplie de boutons. Au plan des coloris, la planche de bord est désormais disponible en noir, en plus du gris clair. Les sièges avant ont été retravaillés pour offrir plus de place pour les jambes. Les pieds des passagers arrière sont également mieux lotis. C'est bien sous sa robe que les choses changent. Parmi les améliorations, il y a par exemple le chauffage et la climatisation qui sont désormais remplacés par un système de pompe à chaleur réversible, comme sur la Renault Zoé. Cela permet une économie de 70% d'énergie. Autre point important, la Leaf 2.0 se voit dotée d'un nouveau mode de fonctionnement, le B-Mode, avec B pour Brake. Dans ce mode, la récupération d'énergie cinétique est augmentée et prolonge encore plus l'autonomie. Sur la route, cela se traduit par un frein moteur plus important que d'habitude. Le D-Mode, classique, est bien entendu conservé, ainsi que le mode éco. Gagnant 32 kg en moyenne sur la gamme, la Leaf 2.0 profite de ces améliorations pour augmenter son autonomie qui passe de 175 km à 190 km en cycle NEDC. Côté accélération, le 0 à 100 km/h gagne 4 dixièmes et se fait en 11,5 secondes. Si ce n'est pas exceptionnel, les 50 premiers km/h sont atteints bien plus facilement, permettant d'évoluer dans la circulation en toute sérénité. Comme dans tout véhicule électrique qui se respecte, le silence est d'or. Bien insonorisée, la Leaf filtre même les bruits de roulement et autres sons aérodynamiques après 70 km/h. En ville, ce silence est tellement reposant qu'il participe à la zénitude que l'on ressent au volant de la Leaf. La seule angoisse, c'est celle de la panne. Le plus dur à Oslo n'est pas de trouver des bornes de rechargement, puisqu'il y en a plein, simplement. Le plus compliqué finalement, c'est de trouver justement une place de stationnement où recharger sa voiture. Alors, la ville d'Oslo distribue des petites clés. On a ainsi accès à une prise. On se branche ici. On referme le capot. Ensuite, on ouvre la trappe. On vient brancher le pistolet et la charge démarre. L'énorme avantage de la Leaf sur certaines concurrentes, c'est la recharge rapide. Sous la trappe avant, 2 prises sont disponibles, dont une compatible CHAdeMO, permettant en 30 minutes maximum de récupérer 80% de l'autonomie. En France, les installations avancent lentement, mais sûrement. Il y a 2 ans, quand on a lancé la nouvelle Leaf, il y avait un seul chargeur rapide en Europe.
Aujourd'hui, on est à 650, donc il y a une infrastructure qui se monte très très vite. On a également 20 000 points de charge qui permettent de charger la voiture en 8 heures dans toute l'Europe. Donc ça progresse très rapidement. On pense que l'infrastructure va encore doubler cette année. Aujourd'hui, on est à environ 1500 bornes de recharge normales qui sont réparties sur le territoire français. On s'attend à en avoir environ 8000 d'ici la fin de l'année. Donc vraiment une évolution exponentielle. Pour ce qui est des recharges rapides, il y en a environ 50 sur le territoire français aujourd'hui et on pense en avoir une centaine d'ici la fin de l'année. Au démarrage, le couple présent immédiatement permet de s'extraire rapidement du flot de la circulation. S'il baisse légèrement passé 60 km/h, il permet de rouler sur voie rapide et de dépasser très sereinement. De nouveau, avantage à la Norvège qui permet aux électriques d'emprunter les voies de bus et de taxi. L'autonomie constatée varie bien entendu d'un terrain à l'autre et d'une conduite à l'autre. Néanmoins, nous avons pu faire facilement plus de 100 km sans tomber dans l'éco-conduite forcenée. De quoi aller au travail, faire des courses, improviser une pêche au saumon dans un fjord ou aller chez des amis. La Leaf était jusqu'à présent disponible uniquement à la vente avec sa batterie. Il en résultait un prix qui pouvait être psychologiquement prohibitif pour un véhicule de ce segment. Désormais, en plus de cette possibilité, il sera possible d'acheter la voiture et de louer la batterie. À partir de 79 € par mois, pour 12 500 km par an et 3 ans d'engagement. On dispose d'une option tranquillité d'esprit en étant sûr que sa batterie sera toujours optimum. On viendra même vous chercher la première année en cas de panne sèche. Cette nouvelle Leaf, comme sa batterie, est européenne puisque construite et assemblée en Angleterre à Sunderland. Même si elle reste onéreuse, l'écart de prix avec une thermique se réduit grâce à un bonus de 7 000 € dont bénéficie la Leaf. La voiture électrique va-t-elle enfin trouver son public? La Norvège montre qu'une utilisation au quotidien est possible, question d'habitude et de volonté des pouvoirs publics. Deuxième essai 2 roues de ce numéro avec la Yamaha XTZ 1200. Désormais, la bataille fait rage sur le marché des gros trails. Yamaha avait lancé le sien en 2010, la Super Ténéré 1200, bien avant la déferlante des concurrents. Pour les aventuriers, il y a cette Super T 1200 World Crosser. Un itinéraire concocté par Trail Rando nous a permis de tester cette machine sur près de 700 km de piste en seulement 2 jours, dans les Sierras espagnoles, avec pour ouvreur David Frétinier venu avec la sienne. Il nous explique le choix de la Super Ténéré 1200 pour son usage personnel. En fait, là, j'ai pris la série World Crosser, c'est une 1200 Super Ténéré toute équipée, on va dire, avec toutes les protections, les sabots, les protections protection moteur, les protections de cardan, protège-main, etc., avec un petit peu de carbone. Donc c'est une moto qui fait un peu plus, on va dire, qui a un esprit un peu plus aventure. Pourquoi une 1200? Parce que je trouve que c'est vraiment une grosse cylindrée, mais malgré tout, on s'aperçoit qu'elle a un potentiel énorme. Et pour son moteur, puisqu'elle a un moteur extraordinaire qu'on peut utiliser sur les pistes comme on a fait aujourd'hui, les grandes pistes rapides, profiter du potentiel et de la puissance. Et malgré tout, c'est une moto qui reste quand même très agile dans les parties sinueuses, voire même enduro. Et son équilibre permet justement de pouvoir sortir des grandes pistes pour aller sur des petits chemins et finalement d'avoir des opportunités de parcours vraiment idéales. Et finalement sortir des grandes pistes, c'est vraiment rigolo et sympa. Comme la plupart de ses concurrentes, la Yamaha Super Ténéré 1200 est animée par un bicylindre, mais celui-ci est en ligne et calé à 270 degrés. Il développe 106 chevaux et propose 2 modes de conduite, touring ou sport. On les sélectionne depuis le bouton au guidon droit. La transmission finale se fait par un cardan sans articulation. L'ABS n'est pas déconnectable contrairement au contrôle de traction. Celui-ci propose un niveau d'intervention assez permissif pour rouler sur ce genre de piste, mais le plus simple est de le déconnecter en tout terrain. Pour l'aventure, et pour mieux résister aux chutes inévitables sur ce type de parcours,
la World Crosser est équipée de diverses protections en carbone pour la fourche, l'étrier de frein arrière, la transmission et bien entendu le cadre et les flancs latéraux toujours très exposés. Enfin, un sabot en aluminium protège le bas moteur des grosses pierres projetées sur les chemins de montagne. Pour le reste, on trouve sur cette imposante machine de 261 kg avec les pleins, un pare-brise réglable en hauteur, mais avec un outil, un porte-paquet, un large guidon et une selle très confortable. Les éléments de suspension se règlent manuellement. On apprécie d'ailleurs la molette de l'amortisseur parfaitement accessible. Docile sous les 6000 tours par minute dans les parties plus techniques, le moteur de la Super Ténéré 1200 se montre très dynamique au-delà pour profiter de la puissance sur les pistes roulantes. Si on regrette la sonorité trop métallique de l'échappement, on apprécie en revanche l'excellente tenue de la machine face aux divers obstacles rencontrés. Seule la protection du silencieux qui appuie sur le mollet gauche lorsqu'on se met un peu en arrière est contrariante. Pour le reste, on est plongé dans l'ambiance des grands raids avec une bonne allure, sans excès, juste ce qu'il faut pour parcourir ces paysages grandioses à l'infini. Finalement, en dehors du kilométrage un peu important, le voyage se déroule sans fatigue au guidon. Il ne reste qu'à profiter des lieux, de l'ambiance ainsi que du pilotage facile et amusant sur des centaines de kilomètres. Au besoin, avant de partir, vous pouvez également vaincre votre appréhension grâce aux bons conseils de David Frétinier. Je fais beaucoup de formations, je donne des cours de pilotage en enduro et notamment depuis 1 an et demi off-road. Donc tous les possesseurs de trail peuvent venir s'initier, apprendre à piloter leur moto autrement. Je leur apprends toutes les techniques de pilotage, je leur apprends à surtout être en confiance avec leur moto, connaître les limites de leur moto, leurs limites, et ce qui leur ouvre après la possibilité d'aller sur des chemins alors qu'au départ ils n'osaient pas forcément. Et donc ça c'est vraiment une activité qui me plaît et qui me prend beaucoup de temps puisque forcément il y a malgré tout quand même pas mal de demandes et c'est vraiment intéressant justement d'apprendre et de mettre mon expérience à la portée de tout le monde. Au final, la Super T1200 World Crosser prouve sa capacité sur les pistes, chose qu'on n'imaginait pas forcément à la lecture de la fiche technique. De son côté, l'itinéraire de trail rando est facile et parfaitement préparé, mais si votre truc est de faire des visites, n'y comptez pas. Un regret tout de même sur les nuitées variées, mais pas forcément typiques. C'est l'ambiance rando avant tout, avec de grosses journées sur les pistes au guidon de cette World Crosser, affichée à 15 499 €, soit 500 € de plus que la version standard. L'Abarth 595 Competizione prend la route du Monte Carlo le temps d'une présentation dans Terre d'Asphalte. Depuis plus de 40 ans, Fiat et Abarth sont unis sous le signe du Scorpion. Et depuis cette 595, au charme indéniable, on ne compte plus la quantité d'asphalte restée agrippée au bitume par des pilotes amoureux des virages enlacés. C'est donc sur les routes du Monte Carlo que nous sommes allés rencontrer la dernière version de cette légende avec l'Abarth 595 Competizione. Et la marque est liée à bien des noms célèbres. Une pilote française qui est bien connue de tous, qui s'est illustrée au volant de nos voitures, c'est Michel Mouton, qui a piloté une Fiat 131 Abarth. D'autres pilotes illustres comme Marco Allen, qui a été d'ailleurs champion du monde en 1977 avec cette voiture. La 131 Abarth a été champion du monde en 1977, 1978 et 1980. Et il est à noter d'ailleurs, c'est amusant, que le fils de Marco Allen, Anton Allen, a piloté également pour nous en rallye il y a 3-4 ans en IRC sur une Grande Punto S2000. L'Abarth 595 est une bombinette comme les pilotes amateurs les aiment. La puissance de 160 chevaux s'associe bien au poids plume de l'auto, et c'est un plaisir de la mener sur ces routes de montagne. L'échappement libère un bruit bien agréable, l'amortissement un peu ferme et le freinage efficace ont de quoi s'adapter à des conditions de course. Et cela fait d'ailleurs partie du quotidien d'Abarth.
Abarth a toujours voulu rester fidèle à ses valeurs de marque et du coup nous sommes présents sur quasiment tous les circuits et les pistes du monde. Nous avons donc des trophéos avec la R3T, la voiture de rallye. Nous avons également des trophéos nationaux ou européens et internationaux avec l'Abarth 500 Assetto Corsa, c'est donc pour le circuit. Mais nous avons une petite formule monoplace qui s'appelle la Formula Abarth qui permet aux jeunes pilotes de toucher du doigt les réglages d'assassis d'une monoplace. En attendant de revêtir le casque sur circuit, cette Abarth 595 sera déjà donné le sourire sur route, avec en plus un petit air de nostalgie à l'ancienne. Retour sur le nouveau Citroën C4 Picasso avec une interview de Frédéric Soubirous qui en a signé le dessin extérieur. Nous avons découvert le nouveau Citroën C4 Picasso en début d'émission. Mais pour en savoir plus sur ce modèle, nous avons rencontré Frédéric Soubirous qui en a signé le dessin extérieur. D'informations en anecdotes de conception, il nous en dit plus. Et pour commencer, intéressons-nous au premier coup de crayon. Vraiment, le premier coup de crayon, je travaille souvent le côté latéral. Et on peut imaginer là que c'est ce grand C chromé qui est arrivé assez rapidement. En définitive, l'augmentation de l'empattement, qui a complètement libéré l'habitacle, nous a laissé l'opportunité de créer ce C assez dynamique, assez porté vers l'avant, qui donne tout le dynamisme et également qui souligne l'habitabilité de la voiture. Et c'est bien ça le premier coup de crayon, je pense. Le C4 Picasso est également le premier modèle de chez PSA à utiliser la plateforme EMP2. La nouvelle plateforme, je répète souvent, mais elle nous a donné un champ d'action énorme. Pour un styliste, découvrir une nouvelle plateforme aussi performante en termes d'ajustage, c'était vraiment génial, hein, on va dire. Et donc on s'est permis de tout redessiner. On a redessiné ces chevrons qui se prolongent sur le côté de la voiture, ce qui nous a permis de placer le regard un peu plus haut, très fin, très acéré, avec ces DRL à LED qui font également clignotant, placé juste en dessous du chrome. Et donc du coup, ça lui a donné un regard vraiment technologique. Ça, c'était le premier challenge. On voulait vraiment un regard très technologique qui signe la voiture également. Et ensuite, au second plan, on a mis les phares, un peu enfoncés, pour donner un peu de caractère, mais également pour les protéger. Effectivement, ça donnait une nouvelle morphologie à la face avant du véhicule, mais toujours dans le côté dynamique. On sent bien que la prise d'air est là, elle est motorisée, le capot est très marqué par rapport à l'habitacle, donc toujours très dynamique la voiture. Pour la petite histoire, on a les feux qui sont assez conséquents et qui sont plus splittés par l'ouverture du coffre. Donc on a un grand volume de feu qui nous a permis de mettre les deux modules à LED 3D. Donc on a 4 modules en tout à l'arrière, donc ça donne une signature assez incroyable. Ça nous a été possible, encore une fois, par cette plateforme qui peut accueillir un coffre coiffant. Les designers intérieurs, ce n'est pas moi je m'occupais de l'extérieur, mais je vais vous en parler. C'était Christophe Quérol et Pascal Grappé. Mais en tout cas, ce que moi je perçois dès que je vois cet intérieur, c'est son côté un peu loft, on va dire. C'est très architectural, une architecture moderne en fait. C'est un loft. C'est beaucoup de lumière, quelque chose de très lumineux, et en même temps, il y a ce côté épuré. Il y a le côté conducteur qui est très techno, très noir, et la planche de bord avec son asymétrie, donc dédiée au côté conducteur, et le côté passager avec quelque chose de très souple. D'ailleurs, toutes les zones contactables par le passager sont traitées en slush, c'est-à-dire un matériau souple, un peu à effet nacré, beaucoup de richesse. Cette asymétrie qu'on retrouve dans les sièges, qui donne l'illusion un peu d'une banquette. Donc tout ça, c'est traité un peu en mobilier, le bien-être en fait. Je cherche un peu le mot, comment on le ressentait, c'est le bien-être. Cadillac nous fait découvrir son SRX à l'essai immédiatement. La Cadillac ATS était la réponse de la firme américaine au modèle premium du vieux continent. Avec le SRX, c'est le monde du SUV qui est désormais visé. Mais attention, on ne chasse pas ici sur les terres du Qashqai ou du 2008. Non, le gibier est plus gros, c'est le monde du haut de gamme qui est dans la ligne de mire. Il faut dire qu'avec son V6 de 3,6 litres, ses 318 chevaux et son couple maximum de 360 Nm, le SRX sent plus les longues traversées à travers les États que le dodo marmot boulot quotidien. Il est d'ailleurs taillé pour les grands voyages. À l'arrière, on est en classe affaires.
L'accoudoir permet de ranger 1 ou 2 DVD et les sièges dissimulent des écrans, de quoi regarder un Disney soit facilement 1h30 de tranquillité. À l'avant, on retrouve les éléments distinctifs de l'ATS. Ainsi, si les matériaux ne sont pas du niveau des ténors de la catégorie, on note l'originalité des commandes à l'image et du réglage de volume qui peut se faire en glissant le doigt de gauche à droite pour monter le son et inversement. Cela donne une atmosphère particulière au véhicule. Ce côté geek fait oublier la présentation au plastique un peu trop clinquant. Autre élément essentiel du voyage, le coffre. On apprécie son ouverture électrique, mais surtout son volume de 343 litres et la possibilité de l'aménager rapidement. Si elle vit à l'intérieur, la Cadillac SRX ne laissera pas non plus indifférent de l'extérieur. Elle assume parfaitement son rôle de colosse des routes. On retrouve un design taillé à la serpe, comme sur la TS, bien que la berline soit plus distinguée et dans l'air du temps. Le SRX est massif et sa face avant use et abuse des arêtes. La calandre présente une grille frappée du logo Cadillac et les phares l'encadrent totalement. Les projecteurs y sont placés de façon superposée. Le reste du dessin est assez classique et massif. L'élément le plus marquant reste les feux arrière évoquant les ailerons des Cadillac des années 50 et 60. Quant à la double sortie d'échappement, elle laisse entendre qu'il y en a sous le capot. Tout est prêt pour l'appel de la route, auquel nous répondons sans attendre. Si le SRX affiche 2 tonnes sur la balance, son V6 fait oublier ce poids loin des standards actuels. Les relances sont franches et le 0 à 100 s'abat en 8,1 secondes. Un temps tout à fait honorable. Le confort général est de bonne qualité. Et on se sent à l'aise dans cet engin qui domine la route. Le freinage d'urgence à haute vitesse se révèle performant et étrangement même plus sécurisant qu'à basse vitesse. Malgré le V6, on préférera tout de même adopter une conduite décontractée. Avec un centre de gravité élevé, la tenue de route n'incite pas à attaquer trop fort les virages, la prise de roulis se faisant alors sentir. Par contre, avec une transmission type intégrale et une garde au sol confortable, on n'a pas peur de s'aventurer sur les routes de campagne au relief accidenté. L'art du voyage va de pair avec l'équipement et les marques américaines sont souvent généreusement dotées. Le SRX ne fait pas exception. On trouve entre autres de série sur la version de base un système clé en main libre, le démarrage à distance, le haillon électrique, l'ordinateur de bord, des sièges avant chauffants, une caméra de recul, le régulateur de vitesse et une climatisation bizone. Niveau sécurité, on dispose de 6 airbags, d'une alerte de franchissement de ligne, du contrôle électronique de stabilité ou de l'ABS. Et la liste est non exhaustive. Avec sa consommation mixte indiquée par le constructeur à 11,5 litres et 268 grammes de CO2 par kilomètre, le SRX n'est clairement pas une auto adaptée pour tous. C'est une alternative différenciante dans le haut de gamme qui s'attaque au BMW X3 et Audi Q5, comme le fait le Hyundai Santa Fe. Gros moteur pour gagner les cœurs, c'est une part d'Amérique disponible à partir de 48 375 €. Merci d'avoir suivi ce numéro de Terre d'Asphalte et à bientôt sur l'antenne de Motors TV.